Vous êtes plutôt foot ou ciné? Eh bien ce soir, pas besoin de choisir. J'ai le plaisir de recevoir la journaliste sportive Anne Ruet. À ses côtés, Jonas Bloquet, que vous avez notamment vu dans Tirailleurs. Vous l'avez découvert aux côtés de Kevin Costner et Amber Heard dans 3 Days to Kill. Il est passé derrière la caméra de Paul Verhoeven aux côtés d'Isabelle Huppert dans Elle. Netflix a d'ores et déjà rendu sa moustache mythique dans 1899. Et Omar Sy lui a donné la réplique dans Tirailleurs. Jonas Bloquet est l'étoile montante du cinéma belge. À ses côtés sur le divan, la Madame Foot de RTL. Plus besoin de vous présenter Anne Ruet. Après avoir fait ses débuts sur la chaîne du Standard, cette travailleuse acharnée, passionnée de foot, est devenue l'un des visages les plus populaires de la Ligue des Champions. Salut Jonas, salut Anne, bienvenue dans Divan. Rentrez, rentrez. On va commencer en s'installant à cette table. Anne, je te propose de te mettre à gauche. Oui. Jonas, je te propose d'aller à droite. C'est joli chez toi. Oh, c'est un peu un appartement de moi quand même. C'est vintage. Je suis pas sûr que tu puisses vraiment trouver ça du côté de Bruxelles. Et moi qui achète, je vais peut-être faire la même déco. Ah ouais? T'aimes bien les briques, le côté Ouais, j'aime bien les briques, ouais, j'aime bien. Ça inspire. Ouais. Bon, vous connaissez le principe de l'émission. Oui. J'aime bien mettre des gens qui se connaissent pas côte à côte. Donc, première question, est-ce que vous vous connaissez? Non. Non, on se connaît pas. Non. Donc, c'est la première fois, quoi. Ouais. Donc, je vais vous donner des affirmations sur votre voisin et vous allez me dire si elles sont vraies ou fausses. Ok. Merci. Sur Jonas. Oui. On peut le regarder du coup pour voir si l'œil est brillant, Si tu veux, menteur, si tout tu ce veux. que tu veux. Je vais me Ok. cacher derrière lui. Pour lui, enfant, Oui. le meilleur détective, c'était Horatio Kane Ouais. des Experts Miami. Mais je pense que tu n'aurais pas trouvé ça toi-même. Et pourquoi pas? Parce que tu as dû trouver ça quelque part, sur un site internet, sur une bio, sur quelque chose. J'ai envie de dire oui. Est-ce que c'est vrai ou vrai pas? Je sais pas comment tu sais ça, mais moi, ce que je voulais faire à 14-15 ans avant d'être comédien, c'était justement faire la police scientifique. Donc, parce que ma mère et moi, on regardait beaucoup les experts Les Miami. petits échantillons, les Mais- machins. Les... J'ai jamais dit ça à personne. C'est vrai? Alors, du coup, j'ai envie de dire vrai, mais je l'ai jamais affirmé moi-même. Donc, Ok, j'affirme mec. des choses que je n'ai jamais affirmées. Peut-être que je suis un médium, en fait. Ouais, depuis le grave. début. Ou alors il a appelé ta mère, quelqu'un de la famille, il y a eu des sources, quelqu'un a balancé l'information. C'est donc vrai. Et écoute, pour le coup, on a un point commun parce que Horatio Kane, bah, je l'adorais moi aussi, tu vois. Du coup, Tu des vois lunettes. les Experts Miami ou pas? Les experts, oui, mais Le roux. ce monsieur. Roux blond. Je Le veux mec, pas il mentir. jouait avec ses lunettes de soleil tout le temps. Non, mais Et à ici, chaque on fois, ment il pas, moi je disait, vais pas le mentir. coupable est, et il enlevait les lunettes. Ouais. quasiment. Ça, Ouais. c'était incroyable. D'accord. Ouais. Au sujet d'Anne, Aïe. pendant ses études, elle a gardé la pêche grâce à une farde dans laquelle il y avait des citations. Pendant ses études, elle a gardé la pêche. Ouais. J'assume cette expression. Elle a gardé la C'est pêche très moderne. Hein. grâce à des citations. Ouais. Est-ce que tu as des exemples de citations pour m'aider un peu? Non, je sais pas. Ok. Mais peut-être que Anne, si c'est vrai, a des exemples. Par exemple, sors comme ça. tu vois, quand tu as sur ta farde un espace où tu mets persévère et tu réussiras, tu vois, Ok. des choses comme ça, qui, tu vois, des mantras, des choses, des citations qui te portent. Moi, Je veux pas t'influencer, hein, mais... Moi, j'ai envie de dire vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai, parce que en fait, moi, franchement, les études, c'était pas forcément la période la plus chouette de ma vie, parce que je me suis dit directement, moi, j'ai envie de travailler, j'ai envie de faire des choses, et donc tout ce qui était trop théorique, etc., j'ai voulu passer vite fait. Donc, c'est vrai, j'avais des petites phrases pour me motiver, et là aussi, ça venait de ma maman, qui m'a toujours soutenue avec des petites phrases clés, des petites choses comme ça, des petites notions positives, parce qu'elle était prof de yoga, et donc, du coup, j'ai appris à travers elle aussi à avoir quelques notions pour se motiver quand on était un petit peu plus. Du Voilà. coup, j'ai envie de te poser cette question. Est-ce que tu as fait aussi ce truc de mettre des citations en photo de couverture Facebook? Ah, je l'ai fait à une époque. C'est vrai? C'est vrai, je l'ai fait à une époque. Mais en fait, on m'avait toujours dit, tu verras, travailler dans le milieu du foot, faire de ton métier, ta passion, ton métier, ça va être super compliqué. Donc, tu es parti pour des années de galère. Donc, je me suis dit, il faut que je me motive. Au final, j'y suis arrivée, c'est vrai, avec beaucoup de persévérance. Donc, finalement, si ces phrases-là m'ont suivi, bah, et si ça a Pourquoi marché, pas, tant ouais. mieux. Très bien. Nouvelle affirmation sur Jonas. Attention. Il paraît que pour avoir un rôle dans un court-métrage, il a mytho qu'il avait le permis. Ah, j'ai eu peur. J'ai cru qu'on allait dévier sur un truc un peu chelou. Je me dis, mais quel est mon partenaire de jeu aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a fait pour arriver là? Mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Écoute, si ce n'est que bidouiller sur le permis, oui. Moi, je veux bien prendre l'information et la valider.
Je pense que c'est vrai. Vrai. Voilà, capable de tout pour réussir, hein, cet homme-là. Moi, je veux quand même ajouter à ça que j'ai effectivement mitonné là-dessus. Je tourne avec 2 mineurs. Moi, j'ai 19 ans. Je conduis une voiture, c'est une décapotable. Et on me fait rouler sur une route à sens unique. Action, c'est une vieille voiture, une Golf, tout ça, donc un peu dur à manier. Je fais l'action, on me dit couper au talkie-walkie. Il faut savoir que l'ingénieur son est dans le coffre. Et on me dit couper, et du coup, je dois me remettre en première position, en place de départ. Sauf que c'est à sens unique. Et je ne sais pas où faire demi-tour. Donc je me dis, je vais le faire en marche arrière. Sauf que j'ai pas le permis, j'ai jamais conduit de ma vie. Donc je commence en marche arrière, sauf que les 2 mineurs, ils pensent que j'ai le permis. Donc ils me disent, bon, on va un peu plus vite. Tout le monde sur le plateau. Non, le Réal le savait. Okay. Le Réal et le prod savaient que je n'avais pas le permis. Donc je commence à faire mon truc. Et tu sais, quand tu veux tourner à droite, bah, parfois tu fais à gauche, enfin, tu te gourres au départ. Et les pédales frein, accélérateur, Exactement. ça allait quand même. Bon, alors heureusement, c'est pas un ravin autour, c'est les champs. Et à un moment donné, je veux faire genre que je gère et je fais ça trop vite et boum, la voiture dans les champs. Avec l'ingé son dans le coffre et tout ça. Je ne sais plus comment s'appelle cet ingé son, je ne sais plus comment s'appelle le producteur. Je sais que le Réal s'appelle Arthur. Eh bien, ils sont là aujourd'hui. Ils sont là aujourd'hui. Mais j'ai jamais vu un directeur de prod courir aussi vite pour voir si tout le monde allait bien. Et tu t'es fait engueuler ou pas? Je me suis pas fait engueuler. C'est passé, Je me suis pas fait engueuler. C'est passé. Ne faites pas ça chez vous. Et autre truc mignon, cette fois au sujet de Anne, il paraît que son arrière-grand-mère tricotait des écharpes aux couleurs de son club préféré. Bon, ça, j'y crois à 100%. Mais en fait, on était une famille on est une famille foot, mais de Même génération. ma grand-mère, c'est génial. Mon arrière-grand-mère, elle tricotait des écharpes pour mon papa quand il allait au foot. Il peignait, tu vois, les trucs dans le jardin, tu vois, vraiment du rouge et blanc partout. Donc j'ai été baignée dans cette atmosphère rouge et blanc. Mon papa avait son abonnement depuis qu'il avait 5 ans. J'ai travaillé au Standard. Rouge et blanc, c'est standard. Voilà. D'accord, juste pour être sûr. Oui, donc j'ai travaillé au Standard aussi pendant 7 ans. Donc dès que j'ai eu mon premier training Standard, mon père, il était en pleurs en disant « Oh, ma fille, ma fille !» Et donc c'est vrai que ça nous a super fort liés parce qu'en fait, dès que je fais une émission, j'ai toujours plein de messages de ma famille à chaque pause pub. « Oh, c'était chouette, ah, j'ai bien aimé ce truc-là, ah, machin !» Donc en fait, ils vivent ça à fond, mais encore maintenant, quoi. Donc quelques années plus tard, ils n'en reviennent pas. Est-ce qu'entre journalistes sportifs, tu peux être pro-standard à fond? Non, en fait, il faut vraiment, je pense, découvrir le foot à travers un club. Donc là, c'était le cas via le Standard. Mais je pense qu'au fil du temps, tu finis par malgré tout te détacher parce que c'est ton métier, parce que tu as un autre regard. Tu perds un peu ton regard naïf aussi. Parce que plus tu connais des choses sur le foot, moins forcément tu aimes tu vois, les coulisses et les choses que tu n'aimerais pas savoir. Donc je pense que tu acquiers un regard un petit peu plus différent et plus détaché par rapport à tout ça. Mais il n'empêche que ça fait partie des clubs qui m'ont vraiment révélé cette passion, quoi. Bon, j'ai pas été trop mytho finalement de ces propositions, parce que Mais non. quasiment tout était vrai. Hein. Bah oui. Tout était vrai. Du coup, pour commencer cette discussion, tu as déjà commencé à l'aborder, j'avais envie de vous demander pour tous les deux, c'est quoi votre premier souvenir sportif? Ben, je pense que c'est la première fois où j'étais au stade avec mon papa. Et donc, comme je te dis, c'est une vraie aventure familiale. Et donc, il y a ma sœur, ma maman, mon papa. Et en fait, on lui a dit, c'est honteux d'amener tes filles au foot. Tu veux en faire des baraquis tu veux en faire vraiment des filles qui vont mal parler, qui vont mal se comporter, parce qu'il y avait un peu une image compliquée des filles dans le foot, parce que c'est vrai que ça remonte il y a quand même quelques années, et on voyait pas beaucoup de femmes dans les tribunes. Et donc mon père a fait, mais non, justement, elles sont portées par cette passion-là, et elles vont pas devenir des filles vulgaires et qui vont commencer à insulter les gens, etc. Et donc heureusement, c'est preuve quelques années plus tard qu'il fallait pas attacher comme ça des critères comme ça et des accusations par rapport à ce milieu-là qui est magnifique et qui fait en sorte qu'il y ait de plus en plus de femmes qui ont envie justement de venir dans les tribunes. Donc. Je vois qu'il y a beaucoup de ce lien avec le foot, et c'est vraiment fait grâce à ton père. Parce qu'on sait que dans les matchs, parfois, il y a des scénarios de dingue et donc beaucoup d'émotions. Est-ce que tu as un souvenir de le voir, lui, pleurer devant un match? Ah oui, mais j'ai pleuré avec lui, en fait. On était à une finale, je pense que c'est une finale de Coupe de Belgique que le Standard avait perdue. Et donc, j'ai pleuré dans ses bras. Et donc, c'était une image assez particulière parce qu'après, quelques années plus tard, avec le recul justement qu'on a gagné de par la maturité, de par le fait d'avoir acquis un peu d'expérience dans ce milieu, je me dis mais qu'est-ce qui m'a pris à pleurer dans les bras de mon père? Mais c'est parce que c'était une émotion forte. Le foot, c'est ça, c'est un générateur d'émotions incroyables. Donc, c'est vrai que c'est un ascenseur émotionnel. Et à un moment donné, quand tu perds un match, tu pars dans des émotions incontrôlables. Donc, je sais qu'on peut parfois se moquer des supporters en disant mais enfin, ils sont dans un état extrême
extrême, mais je pense qu'il n'y a rien à faire, c'est la passion qui veut ça. C'est arrivé ça? Bah, moi, avec le foot, justement, 2 fois, j'ai 2 gros souvenirs. Donc, c'est Coupe du Monde 98. Ah oui. J'ai que 6 ans. Et 2006, Oui. alors mon père est français, donc on a toujours Oui. supporté la France, au foot en tout cas. Et 98, j'ai 6 ans, je me souviens, donc la France gagne 3-0, on part, on prend la voiture, contre le Brésil évidemment, et on prend la voiture, et on va dans le quartier, on passe par Flagey, qui est un quartier très portugais, Ouais. donc très brésilien. Donc nous, on fait la fête, et on commence, et j'ai 6 ans, je suis derrière, il y a des mecs qui nous balancent des trucs sur la voiture. Mais non. Et tout, j'ai 6 ans, je commence à Mais il croyait que tu pleurer, les j'ai provoquais peur. peut-être un peu, non? Je pense que mon père les provoquait un peu, Ah ouais. parce qu'il y a un truc entre la France et la Belgique qui est très étrange, je trouve. Et ça démarre peut-être un peu avec le foot, j'en sais rien. Et le mais seum. Le seum, je sais pas, moi j'aimerais en discuter un petit peu. J'aimerais comprendre. Mais cette rage qu'ont les Belges contre les Français. Mais toi, t'es entre les deux, parce que ta maman Bah est d'origine oui. belge en plus, c'est ça? Oui, tout à fait. Et je me considère belge à 100%. Sauf dans les 2018. 98. Tu peux dire 98 aussi, tu vois. Ça marche aussi. 2018, je regarde la demi-finale France-Belgique et à Paris, dans le 20e, 500 Français, terrasse d'un bar, je suis le seul avec le drapeau belge. Et je fais le malin, tout ça. Évidemment, quand la France gagne, boum, je change le maquillage et je fais la fête avec les Français, parce que je m'en fous, j'étais 50-50. Mais quand j'appelle mon frère et qu'il me dit la France a gagné en Belgique, il y a des voitures brûlées, il y a des trucs. C'est complètement fou. C'est terrible. C'est terrible. Mais je pense qu'il y avait Quelle déjà une connerie. animosité entre la Belgique C'est et la sûr. France, et le foot l'a exacerbé Ouais. avec ses histoires de seum, avec Thibaut Courtois qui a été critiqué aussi par ses paroles. Mais c'est vrai que là, ça dépasse le cadre du foot, et j'ai l'impression que ça reste encore ancré en ce moment. Et les taquineries, j'imagine que toi, tu dois vivre ça aussi, Ah, mais peut-être. bien sûr. Ah oui, mais moi, dès que je suis belge, enfin, dès que je dis que je suis belge, on me taquine direct. Et je suis Sur le sûr que foot. dès que Ah, t'arrives. pas que sur le foot, Ah surtout. oui, ok, d'accord. Genre, la première truc, personne n'est parfait. Où t'as pas d'accent et des trucs comme Ouais. ça. Donc en France, t'es belge, et en Belgique, t'es français, quoi. Ah ouais. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Et 2006, du coup? Et 2006, ça, c'est trop mignon. Je regarde avec mon père, mon frère est à Verdun. Il fait un stage de foot, lui était très très foot, mon frère, moi j'étais tennis. Et la France perd au penalty, mon père pleure et on a mon frère au téléphone qui n'avait pas encore de portable, donc c'était le portable de son coach. Et je suis tout seul et je suis avec mon équipe de foot belge et ils sont tous en train de se foutre de ma gueule. Et il pleure et il Oh, pleure c'est et il mignon. pleure. Il a 12 ans à cette époque. et C'est il le coup de pleure. boule de Zidane, cette C'est le année-là. coup de boule de Zidane. Ah ouais. Pas toi, Zizou. Pas toi, Zidane. Pas toi, Zizou. Toi, Fais mon, pas ça. mon père a dit ça. Mais non, mais pas toi. Non, mais pas toi. Pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Cette phrase, elle est incroyable. Elle est incroyable, ouais. Ton papa qui était prof de tennis. Ouais. C'est. Ça, c'est mon premier souvenir à moi de sport. Ah, et du coup, ça ressemblait à quoi? 2 ans et demi, les premiers à jouer au tennis dans le couloir de mon appartement avec mon père, avec des balles en mousse à 2 ans et demi. Puis j'ai fait du tennis jusqu'à 15-16 ans à peu près. Et ce qui est marrant, c'est que, alors ça, je trouve que c'est un scénario de dingue, digne d'un film. C'est via ce sport que tu vas participer à ton premier casting. Bah, si j'ai eu mon premier film, c'est vraiment grâce à mes parents, dans le sens où mon père m'a initié au tennis et ma mère a trouvé l'affiche, l'annonce du casting dans un club de tennis et m'en a parlé directement et m'a proposé de faire le casting et j'ai dit oui. Et en plus de ça, il connaissait le réalisateur qui était l'ancien élève de mon père au tennis, C'était Joachim Lafosse. Joachim Lafosse. Il y a des choses qui sont écrites ou toi, tu crois pas à ces genres de trucs? Franchement, moi, je commence à y croire. Ouais. Avant, j'étais sceptique. Et de plus en plus, je commence à croire à ce genre de chemin, de destin un peu. T'as eu un chemin comme ça aussi pour le journalisme sportif? En fait, je pense que pour le journaliste sportif du côté féminin, il faut vraiment se battre. Parce que je me souviens, moi, quand je voulais faire mon stage au service des sports de la RTBF, on m'avait dit, il n'y a que des hommes qui y vont, tu n'auras pas ta place. Donc j'avais été voir la secrétaire en disant, mais c'est quoi cette histoire? Il paraît que seuls les hommes peuvent y aller. Donc moi, je voudrais faire mon stage au service des sports, je ne peux pas y aller. Elle dit non, on va se battre, nanana. Et donc finalement, elle avait mis mon nom dans la liste. Mais sinon, si j'avais pas été la voir, si j'avais pas été me battre, j'aurais pas eu ce pied à la RTBF qui, après, a fait en sorte que j'ai pu travailler là-bas, etc. Donc je pense qu'il faut vraiment y aller. Donc là, cette part de chance, je n'y crois pas trop. Il faut vraiment se battre d'autant plus, notamment quand on est une femme qui veut réussir dans ce milieu-là, quoi. Et ça, ce truc du sport, c'est quelque chose que t'as
toujours voulu ou t'as rêvé aussi de trucs genre chanteuse, actrice, etc. etc. Mais j'aurais pu travailler avec Jonas parce que je rêvais d'être Marie Gillin quand j'étais petite. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je veux être Marie Gillin parce que j'aimais bien, tu vois, mon père, ce héros, etc. Je trouvais qu'elle avait l'air de me ressembler et vice-versa, bêtement parce qu'elle était brune. Mais, et en fait, au départ, c'était mon rêve. Et Mais puis, rien n'est petit fini. à petit... Ouais, non, je crois que c'est mort. J'ai abandonné l'idée. Et puis après, le football s'est imposé comme une révélation dans le sens où je voulais vraiment faire de ma passion mon métier. Et ça s'est bien mis. Mais je trouve que c'est un milieu qui est fantastique. Donc, j'ai remplacé ça par des cours d'impro. Donc, pendant 7 ans, j'étais dans une troupe d'improvisation. Où là, je en trouve mode théâtre que, et tout? Ouais, oui, Okay. et je trouve que c'est hyper enrichissant. Donc si par exemple dans les institutions scolaires, il fallait peut-être pas imposer ou proposer peut-être des nouvelles notions, je trouve que le théâtre et l'improvisation, ce serait génial de les proposer aux jeunes parce que ça t'amène un peu de réactivité, ça t'amène un peu de répondant. Pour les plus timides d'entre nous, je trouve que c'est quelque chose qui devrait s'apprendre dès le plus jeune âge parce que moi, ça m'a fait un bien fou ces cours d'impro. T'allais rebondir, Jonas? Ouais, je voulais juste savoir si tu avais joué au foot. Non. T'as pas joué au foot, Non. t'as pas essayé? Alors, j'ai pas essayé, je voulais pas taper dans un ballon, parce que je trouve que le milieu de l'audiovisuel, les émissions, etc., c'est un travail tellement collectif que quand je veux faire du sport et me retrouver moi-même, c'est ma petite bulle, tu vois. Oui, mais quand une petite t'étais bulle jeune. individuelle. Ah, enfin, pardon, quand t'étais Ouais. jeune. Mais je veux Ah dire, oui, merci. je veux dire, quand t'étais petite à 9, 10, 11, non? Jamais voulu taper dans un ballon. Alors, je peux te regarder des matchs, X matchs par semaine, mais taper dans une balle, ça m'a jamais plu. Ah, c'est Bizarre, marrant, ça. hein. Bah oui. C'est vraiment le côté supporter, quoi, le Ouais. côté... ok, Avant ce fameux casting, t'avais déjà fait du théâtre et tout ou pas du tout? jamais. Ah ouais, donc C'est dingue. le casting... Attends, comment tu te dis, ok, je participe? Je fais ce tournoi de tennis, je gagne mon match, j'offre un iced tea à mon adversaire. C'est ça au tennis, c'est le gagnant offre une boisson, c'est comme ça. Ok. C'est fair play. C'est fair play. Fair play, ouais. Et quand je dis j'offre, c'est ma mère qui offre. c'est- À 15 ans, j'ai pas d'argent de poche. J'ai 14 ans à l'époque et c'est vraiment ma mère qui trouve cette affiche, cette feuille A4. Bonjour, nous cherchons un jeune homme de 15-17 ans qui joue bien au tennis pour interpréter le premier rôle du prochain film de Joachim Lafosse. Elle me montre ça, je dis bon, pourquoi pas. J'avais un peu l'accent belge à l'époque, plus qu'aujourd'hui. On répond à l'annonce et au départ, on me dit non, trop jeune. J'avais encore vraiment 14 ans, la puberté n'était pas encore vraiment passée. Et 2 mois plus tard, je reçois un nouveau email. Finalement, on veut bien voir Jonas, tout ça, et je vais passer le casting à Liège. J'ai jamais vu une caméra de ma vie. Je passe le truc, je crois que je suis tout rouge. Ah ouais? J'avais l'accent. Alors pour moi, j'ai toujours été persuadé que j'ai jamais eu l'accent belge de ma vie. Alors qu'en Et fait, tu revois ça, j'ai vraiment l'accent. Incroyable. Ouais. Mais c'est ça qui t'a lancé, donc finalement, ce sont tes origines qui Ouais, ont bien fait sûr. ta force pour Ouais, te ouais. lancer dans ce milieu-là. Mais moi, j'ai jamais caché mes origines, tout ça. C'est juste que mon accent a disparu avec l'école de théâtre que j'ai fait à Paris, tout ça. Puis, Alors du coup, tu fais ce casting, t'es tout rouge, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, je passe ce casting. On me dit super, on t'appelle bientôt, tout ça. Et 2 jours après, j'apprends que je suis pris. Il y a les prods qui viennent quand même voir mes parents pour leur dire Jonas, il faudrait qu'il fasse un peu de muscu parce que pour l'instant, il fait trop jeune. Et le sujet du film est un petit peu délicat. Je sais pas si tu connais ce film qui s'appelle Élève libre. Il y a les gens curieux et courageux, puis il y a les autres. Mais toi, tu te poses déjà la question, donc t'es pas loin de la réponse. C'est l'histoire d'adultes qui abusent de ce jeune adolescent de 15 ans, sexuellement, tout ça. Donc, le plus jeune je faisais, le plus trash c'était, en quelque sorte. Donc, on m'a demandé de faire de la muscu pour faire un peu plus âgé quand même, parce que sinon, ça faisait vraiment... Et c'est pas dur quand on est jeune comme ça d'interpréter un rôle comme celui-là. Moi, ce que j'ai vu, c'est que j'allais rater 2 mois d'école, Ouais. que j'allais Peu importe la être sur thématique, ouais, quoi. que ça allait être sur un grand écran, que mes potes allaient pouvoir me voir au cinéma, et je me suis dit, wow, c'est quand même génial. Et donc, toutes ces scènes-là, les scènes... Parce qu'il y a des scènes de sexe, de Oui, mémoire, il y a des je scènes crois. de sexe, tout ça. Enfin, franchement, je m'entendais bien en plus avec les comédiens. Mais Je c'est m'en parce que c'est foutais. ta personnalité, mais quelqu'un Possible. d'autre, un peu plus fragile, aurait pu être impacté, non, si Sûrement. jeune par ça. Sûrement. Parce que Moi, c'est violent, quoi. j'étais bien entouré, mes parents étaient là. Mais mine de rien, comment tu l'as appréhendé? Parce que t'avais encore jamais fait aucune leçon de théâtre et tout ça, de ce que je vous entends bien. Tu te retrouves là un peu par hasard. D'un coup, on te demande de jouer une sexe de scène avec Jonathan Zakaï de mémoire. c'est ça? Jonathan Zakaï, Ouais. ouais, Nathalie Bodson, Yannick Régnier. J'ai des scènes de sexe avec tout le monde. Hein. Et puis, il faut savoir qu'à l'époque, je suis puceau. Ouais, mais comment Je suis puceau, j'ai 15 ans, j'ai jamais fait l'amour avec personne, je sais pas du tout ce que ça fait, tout ça. Donc c'est effectivement étrange. Je découvre en même temps que mon personnage un peu ce que c'est et tout ça.
En fait, je me marre avec les comédiens. Tu vois, Tu te rends pas compte de ce que tu fais en fait. Je me rends pas vraiment compte. Et en fait, tu te rends compte que c'est du cinéma, quoi. Ouais, c'est du cinéma, il y a 15 personnes dans la pièce, tu vois, on te met un micro, on te dit attends, mets un peu plus ton visage là, et c'est que du fake, c'est que du faux, et ça je le comprends. Mais t'as senti qu'il y avait une attention privilégiée par rapport à toi, en termes psychologiques, de se dire attention, le gamin, on va faire attention. Et tout. Non, Même pas. Même pas. Ouais. Joachim m'a préparé, on a fait une semaine de prépa où il m'a montré plein de films qu'en général à 14-15 ans on ne voit pas. Un peu chaud, quoi, tu vois. Et on les regardait à deux avec Pauline Etienne, elle qui était un peu plus âgée. Tout ça, et moi je regardais ces films-là, tout ça devant. J'étais gêné, j'étais un peu rouge, tu vois. Je voyais des seins à l'écran, je voyais tout ça. J'étais là, wow. Et je regarde ça avec une fille là qui a 3 ans de plus que moi, c'était un peu bizarre. Ah ouais, j'avoue. Putain, La maturité qu'il a gagnée en quelques... C'est clair, c'est sacrée ça, expérience. Hein. Ouais. Est-ce que pour toi aussi, ça a été une sorte de stage accéléré pour ce que tu vas devenir, de bosser pour Standard TV? Donc c'est la chaîne du club à l'époque. Oui. Mais franchement, tous les journalistes sportifs, je leur conseille de passer au moins quelques mois, quelques semaines dans un club parce qu'on y apprend plein de choses. Et aussi, on apprend que ce ne sont pas des machines. Donc à un moment donné, quand on a des interviews qui ne se font pas parce qu'il y a des joueurs qui ne volent pas, parce qu'il y a des choses qui se passent dans leur vie, etc., il faut aussi être à l'écoute de Mais tout du coup, ça. tu vis avec le groupe en fait. Ah oui. Et le groupe en fait, vit bien? je partais en stage avec eux, donc je mettais mon training, j'avais que des trainings, que des baskets, mes cheveux attachés parce que je voulais vraiment passer inaperçu. Et donc je voulais pas qu'il y ait en mode il y a le groupe plus une femme, quoi. Je voulais vraiment me fondre dans la masse. C'était vraiment des atmosphères très, très chouettes. Et les coachs m'ont toujours fait confiance dans le sens où je crois que j'en ai connu 7-8 au standard. Et chaque fois qu'il y avait un roulement, ils se sont pas dit tiens, il y a une petite là, qu'est-ce qu'elle fait? Donc directement, ils ont accepté qu'il y ait une télé de club, qu'il y avait une journaliste qui était là pour faire des interviews, pour apprendre des choses sur les joueurs, mais en ayant vraiment cette faculté de faire confiance aussi, en se disant pas tiens, ça va être entre guillemets un élément perturbateur qui est là pour d'autres choses que le foot. Moi, j'étais là vraiment pour le boulot, pour le foot, et peu importe. Et encore une fois, je voulais vraiment me fondre comme si j'étais un homme, quoi. Et quoi, est-ce que en étant dans le groupe, tu as des histoires mémorables avec les joueurs, genre les yeux dans les bleus version Standard? En fait, à l'époque, c'était la grande époque du standard aussi sur la scène européenne. Donc, c'est vrai qu'on avait la chance de les accompagner dans le quart. Et donc, parfois, cette faculté qu'ils avaient à passer directement d'une chose à l'autre en cas de défaite, ça m'avait toujours interpellée, quoi. Directement après, ils commençaient à faire les biais pour parler un peu en wallon dans le quart. Quand tu dis l'époque standard, c'est quoi? C'est Defour, c'est Witzel? C'est Defour, c'est Witzel. C'est l'époque où ils jouaient contre Liverpool, contre Everton, Fellaini. Il y a quand même eu des grands joueurs. Avec les 2 titres de champion de Belgique. Standard TV a été créé la 2e année consécutive du titre, donc avec Bologna, etc. Et c'est vrai que par exemple Bologna, je me souviens, on avait été fêter le titre sur un char et on lui avait dit ah non, écoutez, les femmes des joueurs et des coachs ne peuvent pas venir célébrer le titre avec vous, il y aura trop de monde. Bologna, le coach a dit non, si ma femme ne vient pas, je ne viens pas faire la fête avec les supporters. Donc je trouvais un peu le côté gentleman aussi d'un coach. Je croyais qu'il allait dire si Anne... Mais toi, tu pouvais être sur le quai. Ah oui, pour filmer, pour faire les interviews, etc. Mais c'est vrai que chaque coach avait une attitude particulière avec les joueurs, une façon de leur parler. Et donc tout ça, c'est hyper enrichissant, je trouve, de vivre ça de l'intérieur et d'avoir été confronté à différentes personnalités, quoi. Incroyable. Écoutez, je vous propose qu'on continue cette discussion enfin dans le long de l'émission, c'est-à-dire le divan. Ah. Allons-y, on va être un petit peu plus confos. Enfin. Merci Jonas, c'était le seul invité à l'avoir dit. Si tu veux, mets-toi à côté de moi, ici à gauche, et Anne, tu peux te mettre à droite. Tu sais que je suis dans un focus total, pour ne pas dire Fanny depuis tantôt. Hein. C'est bien. Fanny Ruet, Anne Ruet, aucun lien Non, je crois pas. Il faudrait faire l'arbre généalogique. Bon, pour revenir à ce qu'on disait, petite question, est-ce que tu as encore des contacts avec, par exemple, Jonathan Zakaï? Tu disais que tu avais un peu appris la vie de façon hyper rapide avec lui et les autres acteurs dans le film Élève libre. Ouais, c'est-à-dire qu'une des choses qui m'a le plus choqué avec ce tournage aussi, c'est que moi, c'était mon premier tournage, et puis j'étais de tous les plans, donc de tous les jours de tournage. Et j'ai dû faire peut-être 55 jours de tournage. J'ai 15 ans, je vais plus à l'école, je suis de 8h à 20h avec eux, avec l'équipe technique, avec les comédiens, tout ça. Donc pour moi, ça devient un peu ma nouvelle famille. Et du jour au lendemain, je vois plus personne en fait. Et je retourne à l'école et ça me fait quelque chose de... Enfin, ça me fait très bizarre. Et j'ai pas revu Jonathan Zakaï avant les Magritte 2011 ou 12, un truc comme ça. Donc 5 ans plus tard, c'était très bizarre en fait. On était très proches pendant 2 mois et quand je le revois, j'étais tellement content comme un gamin qui revoit, je sais pas, qui revoit son père presque
J'étais tellement content. Et lui, qui était un peu plus distant, mais comme tout le monde en fait. Et c'est normal, j'ai appris que le cinéma, c'est très intense pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, et qu'après, les gens reprennent leur vie, ils ont d'autres tournages, ils partent à l'autre bout du monde pour faire un tournage, tu les vois plus, et c'est comme ça que ça marche en fait. Il y a une question, je trouve ça fascinant son métier, dans le sens où, comment est-ce que tu fais pour te mettre dans la peau du personnage? Est-ce que tu as des astuces? Est-ce que tu dois te mettre dans une bulle quelques instants avant? Ou bien est-ce que c'est un truc que tu fais naturellement? Alors, j'ai même pas fait le rôle, mais j'ai passé le casting pour Jeffrey Dahmer. Mais non, c'est vrai? Ouais. Mais J'ai non. passé le casting pour ça, ouais, et j'avais envie de faire le meilleur casting possible, donc j'ai regardé tous les interviews du mec. Et pour le casting, je m'étais dit, vas-y, il faut vraiment que je sois dans le truc, dans le perso, tout ça. Et les scènes étaient tellement bien écrites, et je me disais, mais ce mec est tellement froid face à tout ce qu'il a fait, tout ça. Et je me suis dit, mais je suis tellement mal, rien que pour une tape que je fais. Si je me dis, putain, si je dois faire ça pendant 6 mois, ça va être l'enfer pour moi. Ça va être, je vais être triste tout le temps, parce que rien que de faire le casting, c'était prenant, c'était dur. Mais je vais être honnête avec toi, moi je l'ai pas fini la série parce que ça me mettait trop mal à l'aise tellement c'était. Oui, je comprends. Ouais. Je comprends. Ouais. Tu n'as jamais refusé des rôles en disant ça, c'est trop pour moi? Non. Parce que j'adorerais faire ce genre de rôle. Mais même si c'est hardcore, tout ça, j'ai envie d'essayer de me mettre là-dedans, quoi. Le rôle dans Tirailleurs, j'avais un peu ça. Il joue un lieutenant, tu vois, un peu fou. Je voulais me mettre un peu dans la peau d'un personnage un peu fou, un peu tiraillé, tout ça. Qui forcément, avec ce qu'on a vu de la Première Guerre mondiale, avait aussi un peu toutes les raisons de devenir un peu taré, quoi. Ouais. Pour revenir à Standard TV rapidement, toi aussi, est-ce que tu as gardé des contacts avec les joueurs ou Pas forcément, parce que quand on est sur place, déjà, on sait qu'il y a une certaine barrière en se disant on est là pour travailler, pas pour se faire des potes. Ah, Donc, c'est vrai, tu n'as pas profité pour sympathiser non, un peu? vraiment pas. Non, parce que quand on les voyait, c'était vraiment dans le cadre professionnel et donc on ne voyait pas à l'extérieur, etc. Donc moi, j'avais un côté pas un peu froid, parce que dans la vie, je suis très spontanée et souriante, mais c'est vrai que quand je suis dans le milieu du travail, je suis un peu plus, Action. un peu plus différente. Et je pense que le milieu du foot, il n'y a rien à faire. Tu le disais aussi, dans le milieu du cinéma, il y a des périodes fortes où tu restes avec eux pendant X semaines. J'ai l'impression que le foot, c'est ça aussi. Mais une fois que c'est fini, chacun reprend un petit peu sa vie et chacun s'éloigne un petit peu. Donc je pense que les vraies relations humaines, c'est pas forcément dans ce domaine-là que tu les trouves. Et quoi, tu fais comment le pont entre Standard TV et maintenant la Ligue des Champions? Mais en fait, à ce moment-là, j'étais à mi-temps et AB3 a eu les droits du foot pour l'Europa League. Et donc, les deux directeurs se sont mis d'accord en se disant tiens, moi, j'aimerais bien qu'une femme soit bord terrain. Et donc, la petite là sur Standard TV, elle a l'air motivée, etc. Et donc, j'ai commencé sur AB3, le bord terrain sur AB3, avec l'Europa League. Et puis, RTL a racheté les droits de l'Europa League. Ils m'ont pris en même temps dans le wagon. Et puis finalement, de fil en aiguille. Et c'est là où je te disais que tout s'est fait étape par étape, parce qu'au départ, c'était bord terrain, et puis c'était consultante, et puis c'était animatrice. Et donc tout s'est fait petit à petit. Et voilà, donc c'est une part de chance, de rencontre aussi. Aventure assez incroyable, Oui. ok. Parce que maintenant, tu fais la Champions League, donc Oui. tu as tout plein de joueurs qui viennent te voir. Mais en fait, on a une qui bande de présentent. consultants. Et en fait, c'est ça que j'adore finalement, Mais c'est vous avez plus toujours plein l'ambiance, quoi. d'invités aussi. Non, en fait, on a juste une table à 3, et donc la présentation, et puis 2 consultants. Et souvent, c'est des anciens joueurs. Mais ce qui est bien aussi, c'est qu'on essaie d'avoir des profils complémentaires. Tu vois, genre un coach, un entraîneur des gardiens, un ancien défenseur, un ancien gardien. Enfin, tu vois, pour que vraiment, il y ait une complicité, une complémentarité sur le plateau, quoi. Et quel est l'invité que tu as eu sur ce plateau de Champions League dont tu étais la plus fan? C'était plutôt sur Standard TV, où là, j'avais eu Bernard Tapie. Mais Et en fait, je trouvais qu'il était... Pas Non, mal. mais ce qui était marrant, c'est que le mec, il faisait les questions, les réponses, en fait, tu vois. Ah oui. Tellement il en imposait, et je sentais bien déjà le timing, il fallait pas que ce soit trop long. Mais en fait, ça fait partie des personnages, je trouve, charismatiques que j'ai eu en face de moi. Rien que le regard, c'était perçant, quoi. C'était vraiment un personnage, quoi. Mais je trouve que dans ce milieu-là aussi du cinéma, tu ressens... Enfin, je sais pas si toi, tu as été confronté à quelqu'un où tu t'es dit... Le charisme, j'allais dire utiliser un mot vulgaire, mais putain, le charisme que ça impose, enfin, je trouve que il y a des personnes qui te mettent un peu mal à l'aise, quoi. J'ai beau être grand, il y a des gens qui me font sentir petit. C'est vrai? Genre, Bah ouais. c'est qui ça qui te fait ça? Quand j'ai tourné avec Kevin Costner, C'était 3 Days to Kill. c'était Too Late to Kill et j'étais j'avais l'impression d'être un gamin devant une star, quoi. C'est vraiment ce mot-là pour lui, tu vois, Kevin Costner. Tous ces films qu'il a C'est de par réalisés. sa personnalité ou de par son parcours? Son parcours d'abord, parce que sa personnalité, je connaissais pas. Ouais.
Après, très calme, très posé, tout ça, mais ce côté calme aussi en impose. Je trouve que plus les gens sont calmes, plus ils sont imposants, et plus ils dégagent une certaine sérénité, une autorité très, très innée, tout ça. Et du coup, Kevin Costner, moi je m'en souviens, Isabelle Huppert aussi, qui, elle, c'est vraiment son parcours. Pour le coup, tourner avec elle, ça fout la pression. Et en termes de réal, c'était quand même Paul Verhoeven qui avait fait Robocop et tout, Benedetta. Quand tu rencontres un réal comme ça, on lui dit quoi? Moi, j'avais très peur parce qu'il avait quand même une réputation je crois qu'on l'appelait comment? Le Hollandais violent, quand il était jeune, en termes de réal. Je crois que c'était son surnom. Et là, je ne sais pas si c'est l'âge ou le fait de tourner en France dans sa langue, dans une langue qui n'est pas la sienne. En fait, il est devenu... C'est quelqu'un de très, très doux, avec une énergie de dingue. C'était le premier sur le plateau, le dernier à partir, alors qu'il avait déjà 70 ans, je crois. Mais c'est vrai que quand moi j'ai passé le casting, on me dit un film pour Paul Verhoeven, je dis c'est qui lui? Je tape sur internet et je vois Robocop, Starship Troopers, Basic Instinct, Total Recall et je suis là, j'y croyais pas. Et toi, comment ça se passe? Est-ce que tu pourrais te tenter un jour d'aller dans une autre chaîne ou t'es beaucoup trop attaché à RTL? L'été dernier, j'avais eu un appel d'un numéro français. Au départ, je pensais que c'était une blague, parce qu'en plus, je regardais le Tour de France, donc j'étais en mode chill à la maison. Et en fait, c'était le directeur des sports de TF1 qui m'appelait. Ok, pas mal. En me proposant de remplacer Nathalie Yanetta pour Téléfoot. Donc moi, à un moment donné, je me dis, il se passe quoi? Mais je dis oui direct. Je me dis, il se passe quoi? Il me dit, oui, mais on a vu vos émissions, etc. Sachez que vous êtes sur une shortlist. Vous êtes plus que 2. Je dis, ah, ok. C'est vraiment une shortlist. Donc, et puis après, il y a le responsable aussi de l'édition de Téléfoot qui m'appelle en me disant, ah, mais on aimerait vraiment bien que vous veniez, etc. Et donc finalement, ça commence à trotter dans la tête. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Enfin, je trouvais ça déjà incroyable. Déjà rien que cet appel, le fait qu'ils regardent, qu'ils prennent le temps de regarder des émissions belges, etc. Et puis finalement, en fait, la personne qu'ils ont engagée travaillait déjà pour eux sur d'autres émissions. Et en fait, ils m'ont dit, il y a une continuité qu'on a envie de garder. Et en plus, on l'a à temps plein chez nous. Mais si ça se trouve, voilà, dans quelques temps, on aura peut-être l'occasion de se reparler, etc. Et en fait, j'ai gardé cet appel. J'étais pas déçue parce que j'avais pas écrit de lettres, de CV, etc. Donc rien ne venait de moi, il n'y avait pas d'attente. Donc la déception n'était pas là. Mais je trouvais ça fantastique de se dire que nous, petits Belges, on a un œil peut-être entre guillemets bienveillant de la part de certains confrères français. Et puis Greg Margoton, je ne sais pas si tu connais le commentateur. Bien sûr, Mais en fait, il m'a envoyé un petit message un jour sur Twitter en me disant « J'ai regardé une émission foot parce que j'étais en Belgique et c'était la Ligue des Champions qui était diffusée ce soir-là. Il dit « J'ai passé une chouette soirée en regardant le foot sur Club RTL. » Et là, encore une fois, je me dis « Mais génial, quoi !» Et donc, en fait, c'est ça que je trouvais ça hyper bienveillant, leur regard positif qui, à travers nos émissions. Et c'est chouette que des personnalités comme ça regardent nos émissions, quoi. Putain, un super beau compliment. Hein. Ouais. Jonas, le plus beau compliment que t'aies reçu comme ça? T'en as eu des... C'est peut-être justement Isabelle Huppert qui me dit... Comme ça. C'est tout. Ça vaut beaucoup, ça vaut 3 phrases, ça vaut 3... Ouais, non, mais grave. Isabelle Huppert qui me fait genre, franchement, comme ça, c'est suffisant. J'ai pas besoin d'autre chose, tout ça. Et puis, quand ça vient d'elle, je me dis que c'est sincère. Parce que quand tu fais un film et que ça va à Cannes, et qu'à Cannes, il y a la soirée après, que tout le monde dit c'est super, tu sais pas qui croire en fait, parce que tout le monde te dit ça. Mais par contre, quand Isabelle Huppert te le dit, qui n'a pas besoin de te le dire, mais qui te le dit quand même, bah, c'est quand même. Ça fait du bien, quoi. En tout cas, un des plus beaux plans de toi sont ceux avec ta très belle moustache dans 1899. Je suis pas loin, hein, je suis pas loin. T'es pas très loin. Ouais, je suis pas si loin que ça. Cette série qui m'a semblé être un carton parce que je la voyais partout en top 1 sur Netflix. Netflix a décidé de l'arrêter. J'imagine que ça a dû quand même faire vraiment un baume au cœur de voir qu'il y avait plein de gens qui étaient en mode hey, qu'est-ce qui se passe? On voulait la saison 2 et la saison 3. Ouais, ça a été très dur. Ils nous l'ont annoncé. Alors, c'est pas Netflix qui nous l'a annoncé, c'est les deux showrunners, donc Bo et Jantje, qui nous l'ont annoncé individuellement, un par un, sur Zoom, parce qu'ils sont à Berlin. Et moi, je croyais que c'était organisé, ouais, Bo et Jantje veulent te parler. Je me dis, bon, on lance une saison 2, trop bien. Et ils nous balancent ça individuellement, et j'y croyais pas du tout, parce qu'on voyait les chiffres. Ça a été top 1 dans 80 pays pendant 2 semaines. Ensuite, mercredi, la Coupe du Monde sont arrivées, tout ça, donc ça a un peu descendu, mais ça a fait des chiffres incroyables. Et on se dit, mais comment c'est possible? Et voilà, leur raison, c'est la série coûte très cher, l'audience s'est arrêtée à mi-saison, donc les gens apparemment sont arrêtés de regarder la série à mi-saison. Et 3, voilà,
peut-être des petits soucis internes, quoi que ce soit, mais ça, j'y connais rien, j'en sais rien. Ouais, genre. Mais ça a été dur, parce que 6 mois de tournage à Berlin, pendant le confinement, donc la même chose, une équipe très soudée, des comédiens que j'ai rencontrés qui viennent de partout, et on est devenus vraiment très proches, et on l'est resté. Seulement, on vient des 4 coins du monde, donc c'est compliqué de se voir, et on s'était dit qu'une saison 2, ben, on pourrait revivre ça pendant 6 mois encore et une saison 3 encore derrière. Et malheureusement, ça a été annulé, donc ça a été dur pour tout le monde. Ouais. Et si les gens veulent espérer peut-être voir une saison 2 sur ton compte Instagram, le lien dans la bio, c'est vers une pétition pour avoir une deuxième saison. Donc si vous voulez revoir 1899, allez peut-être la signer. Ouais, on lâche jamais. Peut-être que ça va être repris par une autre plateforme, une autre chaîne. Peut-être que Netflix va revenir sur ses dires dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, on n'en sait rien. Pression des audiences, c'est un truc que toi tu ressens ou pas du tout? Non, mais je pense qu'il y a une évolution de la télévision qui fait en sorte que les audiences de toute façon ne sont pas les mêmes que précédemment. Maintenant, qu'est-ce qu'on regarde sur les chaînes de télé? Souvent l'info et le sport parce que ce sont des choses qu'on peut regarder en direct. Mais à part ça, je veux dire, l'avenir de la télé, il y a déjà plein de gens qui n'ont plus cet outil télévisuel qui sont sur le digital, sur les tablettes et tout ça. Maintenant, c'est vrai que quand tu regardes le top 20, le top 100 d'année en année, bah, c'est vrai que c'est le journal qui ressort les matchs, que ce soit les matchs des Diables Rouges, on sait d'office que c'est un carton parce que c'est un effet rassembleur, parce que c'est vrai que c'est une des rares choses que tu peux encore regarder en direct. Ouais, et puis vous avez été culottés pour la Coupe du Monde avec ce slogan. On n'a pas d'image, mais on a des opinions, c'est ça? On n'a pas les droits, mais on a des idées. Et donc, en fait, on n'avait pas les droits de la Coupe du Monde, donc on a installé une sorte de vestiaire dans un studio. Mais en quelques jours, les équipes techniques, elles ont fait un truc incroyable. Et donc, tous les jours, on venait pour débriefer, donc sans images. Donc, sur le rapport vraiment des personnalités des gens qui avaient des duplex, etc. Mais on parlait de Messi, de Ronaldo. Il n'y a pas une seule image qui sortait, quoi, à part des photos, des trucs. Mais ça a été une ambiance incroyable, un team building. Et ça a été suivi. Il y a parfois des vidéos qui ont dépassé les millions, parce qu'il y avait des chroniqueurs aussi qui n'avaient pas leur langue dans la poche, tu vois, donc des grosses personnalités aussi, donc le casting avait été bien ciblé. Et en fait, c'est une émission, moi j'avais jamais fait ça, j'arrivais sans conduite. Et donc en fait, en avant, on se tutoyait, on jouait au foot, tu vois, dans le studio, etc. Et en fait, les gens, je pense qu'ils ont bien aimé ce côté spontané et de parler du foot librement, comme dans un espace, comme entre potes, quoi, tu vois. Comment s'est passée l'expérience de tirailleur? Incorporé. Africains du Haut-Niger, du Sénégal, de la Guinée, du Soudan. Vous allez contribuer à cette éclatante victoire. Comment ça s'est passé le tournage de ce film qui est un truc énorme autour de la Première Guerre mondiale? Ouais, en fait, c'est un truc énorme et pourtant le tournage était très intimiste. Petite équipe, malgré l'envergure du décor, l'envergure du projet, de l'histoire, tout ça. Très centré, comme l'histoire en fait, ça a beau être un film de guerre, c'est centré vraiment sur Omar, enfin le personnage d'Omar et son fils. Donc la caméra tourne toujours autour d'eux, donc pas besoin de faire des explosions comme dans, je sais pas... 1917 par exemple, le film... 1917 par exemple, tu vois, pas besoin de faire tout ça, c'est vraiment un film basé sur ces 2 personnages-là et les personnages qui gravitent un peu autour. Mais du coup, il n'y avait pas cette pression de gros films, d'action, de guerre, tout ça. Et c'était assez chouette parce que du coup, c'était une assez petite équipe. On était tous assez proches, très soudés. Et t'as laissé un petit easter egg pour les fans de 1899 dans ce film, c'est ce que j'ai compris. J'ai laissé un petit easter egg Regarde. Ah oui. Oui, c'est vrai. En fait, je tournais les 2 en même temps. Et j'avais encore ma moustache de 1899 pour Tirailleur. Et le réal était là, ouais, c'est bien, mais il faudrait un peu la raccourcir. Je lui dis, mais on peut pas la raccourcir. Parce que je suis raccord sur 1899. Et il me dit, ok, bon, allez, on tourne comme ça. On tourne le premier plan avec la moustache. Et puis finalement, il vient me voir, il me dit, j'aime pas la moustache, on la rase. Je lui dis, mais on la rase, ok, mais d'abord, il faut que j'appelle 1899 pour savoir s'ils peuvent me faire un postiche, tout ça. Et il me fait, ok, fais ça. 1899 accepte, on me rase la moustache, mais du coup, il y a un plan dans Tirailleur de moi au fond. Avec une moustache. Alors que le reste, t'as rien du tout. Moustache gate. Rapidement, c'est quoi vos prochaines actus à tous les deux? C'est la Ligue des Champions, il y a d'autres compétitions qui vont arriver, donc là, je t'ai mis un peu sur des pistes, mais il y a des choses qui vont être annoncées dans les prochaines semaines. Ouais. Donc d'autres sports qui vont arriver, parce que RTL Sport va mettre à sport. Et donc je pense que d'ici la fin de saison, il y a énormément de taf, mais c'est chouette, parce qu'on est une équipe hyper solidaire, hyper motivée. Et moi, je pense que plus je travaille, mieux je me sens, donc franchement, en avant, quoi. Et toi, c'est quoi tes... Moi, je commence un film belge.
mi-mars. Et je suis trop content parce que ça fait longtemps que j'ai pas tourné en Belgique pour un film belge. Revenir chez moi, je crois que je vais peut-être même loger chez mon père pendant 2 mois. Enfin, c'est marrant, c'est revenir chez moi sur un plateau belge et tout, donc c'est cool. Et t'oublies les 98 et tout ça. Ah ouais, non, Non, tu es. non. Et tu peux déjà nous dire avec quel réal et tout? Oui, il s'appelle Mickaël Blanchard. C'est son premier film et il a fait un court-métrage qui, je crois, représente la Belgique aux Oscars. Oh, nice. Et son court-métrage est génial et c'est ce qui m'a donné envie de passer le casting et en plus de signer pour faire le film et je suis très content. Et le nom du film? Ça s'appelle La nuit se traîne. Ok. Oh, joli nom. Pour conclure, au début de l'émission, vous ne me connaissiez pas et j'adore poser cette question en fin d'émission. Qu'est-ce que vous retenez l'un de l'autre? Moi, je retiens que c'est un parcours qui s'est fait de manière très pas aléatoire, mais avec une part de hasard. Et ça, je trouve que c'est le plus beau, en fait. Ouais, le hasard. Voilà, le hasard que tu n'es rien forcé et qu'il y ait une part de hasard et de destin dans ton parcours. Et ça, je trouve que c'est le plus beau, en fait. Mais moi, c'est ma chérie qui me dit toujours ça. On a une petite étoile qui nous guide. Et moi, j'y croyais pas encore il y a peut-être 10 ans ou quoi que ce soit. Et je commence vraiment à y croire. Ces petites choses qui nous guident, des personnes qui sont peut-être plus là, mais qui nous aident à faire notre chemin, à aboutir à ce qu'on veut. T'as une bonne étoile. Ouais. Et qu'est-ce que tu retiens de Anne? Moi, je trouve ça assez incroyable, ton flot de paroles. Plusieurs fois, j'ai voulu essayer de te couper. C'est impossible. Mais ça doit être la journaliste, tout ça. C'est genre, t'as un flow. C'est vrai que les journalistes sportifs, vous parlez super vite. Hein. Ah ouais? Et je voulais de temps en temps, genre, rebondir ou quoi que ce soit, je ne peux pas. Et je trouve ça... Non, c'est génial. Je trouve ça très, très fort. Moi, je cherche mes mots, tout ça. Et je trouve ton parcours assez dingue. Enfin, je trouve que t'as percé dans un milieu très machiste, très masculin, tout ça. Et je trouve ça très fort et ça prouve une détermination et une ambition géniale. Je te souhaite téléfoot. Hein. Mais non, on est bien en Belgique. Ah, Qu'est-ce mais qu'on quand irait même, chercher en téléfoot, France, c'est hein? stylé. Qu'est-ce qu'on va chercher en France? Tu te débrouilles, tu trouves un partenariat avec RTL et TF1. Tu fais les deux. On se retrouve sur la une et sur RTL. Bon, merci beaucoup à tous les deux. J'étais vraiment Merci ravi à de toi. passer ce moment avec vous. Et bonne chance pour la suite. Quant à vous, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Divan 52.